Bon les amis, on est reparti pour un épisode Parole de motard. de motard. Après plusieurs jours, semaines et mois d'abstinence parolienne, motardienne. On s'est retenu, on a tenté, enfin on voulait peut-être faire un truc par Skype, puis on s'est dit que ça allait être de la merde. Et que tout le monde le faisait, donc il fallait pas qu'on le fasse. Voilà, c'est ça. On y a pensé. Donc, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Nous allons parler de ce fameux titre que nous avons eu du mal à effectivement préciser. Et je vais le redire comme ça, du coup. Vas-y. Qu'est-ce qui donne de la valeur à une moto, selon vous ? De quoi on va parler exactement ? Bah écoute, moi je pense que ce serait une bonne idée de pouvoir peut-être parler un petit peu des véhicules, des motos neuves dans un premier temps, Ouais. d'en estimer un peu ce que nous on y voit en termes de valeur, et puis peut-être effectivement de décliner un peu tout ce qui tourne autour de la moto d'occasion. Parce que là justement je pense qu'il y a un éventail un peu plus ouvert sur cette notion de valeur, une notion très relative. On en reparlera après. Oui, parce que bon, si vous suivez ma chaîne et celle de Duspi, vous avez très certainement déjà vu qu'on avait parlé du prix des accessoires, du prix des motos, ce genre de trucs. Des critères aussi qui faisaient qu'on choisissait Voilà, les motos. des critères de sélection. Mais il y a un truc qu'on entend très souvent dans les commentaires de mes vidéos et probablement dans les tiennes aussi, c'est que quand on parle du prix d'une moto, il y en a beaucoup qui disent « Ah ouais, c'est pas cher, d'autres c'est trop cher, certains, cette moto ne vaut pas ce prix-là. » Selon quoi ? Alors qu'on parle d'une machine neuve. Donc le prix a été décidé, donc on peut pas vraiment dire « Elle vaut pas ce prix-là. » Elle vaut ce prix-là. Elle vaut ce prix-là. Mais là, on parle bien sûr de la valeur ressentie, la valeur perçue par les éventuels acheteurs ou par ceux qui entourent cet acheteur et qui osent donner leur avis. Donc on va commencer par parler justement des motos neuves. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la valeur d'une machine neuve ? Qu'est-ce qui justifie son prix ? Alors, c'est le mot justifié qu'il va falloir encore que je relativise. J'ai ce sentiment, alors si je me réfère par exemple à ta très récente vidéo sur la Street Fighter à 23 000 € sans option et à 37 000 € avec un peu d'options, Avec quelques options. voire jusqu'à peut-être près de 45 000 € avec le maximum d'options, comment est-ce qu'on peut légitimer à un moment donné un tel prix ? Je dirais même, est-ce que finalement cette course à la technologie serait pas le critère de justification qui ferait qu'on atteint des prix aussi énormes ? Moi j'ai ce sentiment que le mot technologie revient souvent quand, oui, elle est chère, mais regarde la technologie qu'il y a dessus, regarde le matos qu'il y a dessus. Ouais. Moi je ressens ça. Donc en fait, si je comprends tes propos, ça serait que le tarif, la technologie, serait plus un moyen de justifier une augmentation de tarif plutôt que quelque chose en fait qui est réellement cher à produire. C'est-à-dire la technologie, Alors, la on en technologie met dedans. est chère à produire. Peut-être aussi, en termes peut-être déjà de brevets, en termes de tout ce qui se passe avant. Ouais. Après, le matos lui-même, technologique en lui-même, je n'ai pas suffisamment d'éléments. Est-ce qu'on en a d'ailleurs suffisamment pour connaître sa vraie valeur ? Après, d'un point de vue, dans la valeur, il faut aussi prendre bien sûr la recherche, le développement Voilà, c'est ça. Et le prix des pièces. Mais si on regarde concrètement le prix des pièces sur tout ce qui est informatique, capteur, ce genre de trucs, les tarifs matériels sont ridiculement faibles par rapport aux tarifs qu'on nous vend, soit ces trucs-là en option, soit carrément qu'on justifie le prix de la moto, quoi. Je suis désolé, mais par exemple, un exemple concret qu'on a eu il y a encore quelques années, avant l'ABS ce n'était pas obligatoire, et sur la plupart des machines c'était une option qui était entre 500 voire 1000 balles sur certaines un peu plus haut de gamme on dira. Il n'y a rien concrètement qui justifie 500 ou 1000 balles de différence pour un ABS. C'est une technologie en plus qui est éprouvée, qui existe depuis très longtemps. Je rappelle que la première moto avec l'ABS c'était la BMW K1 si je me souviens bien, donc dans les années 80. Et c'est une technologie qui est répandue, qui est démocratisée partout depuis son obligation en voiture et maintenant en moto. Donc voilà, il n'y a pas de raison de mettre un prix aussi élevé sur un truc, en plus qui est distribué à des millions et des millions d'exemplaires. Après, si je dois extrapoler donc ce raisonnement sur tout ce qui est informatique et on va dire électronique embarquée. électronique embarquée,
j'ai l'impression que on nous fait payer encore souvent très 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 cher tout ce qui est électronique. Une réflexion en fait que je me faisais depuis très longtemps, c'est maintenant on voit de plus en plus les écrans qui remplacent les compteurs classiques qu'on avait à aiguille. Ouais, de plus en plus gros d'ailleurs, grand. Ouais. Oui. Avant, justement, il fallait que le constructeur s'embête à développer un compteur spécifique avec un design spécifique, une intégration pareille pour chaque machine différente. Donc il y avait des coûts qui pouvaient être entre guillemets compréhensibles. Avec les nouvelles technologies, comme ils disent, on peut standardiser complètement le produit et avoir le même écran sur toute une gamme de motos, voire même le même produit avec des différences extrêmement faibles, juste un entourage, ce genre de truc qui change d'une marque à l'autre. Coûte que dalle. Donc au final, avec les effets d'échelle, je me demande même si ça coûte pas moins cher de mettre sur des motos récentes des écrans qui sont en plus très facilement reliables avec la bardée de capteurs qu'ils mettent derrière, plutôt que de revenir à un affichage classique. Que des compteurs limite mécaniques presque. C'est ça. Oui, parce que maintenant tout est numérique, mais avant c'était encore mécanique. Vous aviez des câbles qui allaient jusqu'à des capteurs. Quand je parle de câble, c'est pas juste un câble électrique, hein, c'était un vrai câble, par exemple pour le contour. Vous aviez un câble mécanique qui tournait pour indiquer le contour. Alors, là aussi où j'ai l'impression que cette fameuse valeur explose, c'est on te sort une moto comme ça, donc d'origine, mais qui est déjà équipée avec un pot Accra, qui est déjà équipée avec quelques pièces qui ne sont pas optionnelles, mais qui sont vendues comme ça. Et ça aussi, c'est pour moi une forme de justification pour dire voilà, la moto, elle n'est pas à 18, elle est à 23 000, et c'est comme ça parce qu'elle est déjà équipée de ça. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix qu'elle soit équipée autrement. Ouais. Je peux comprendre, ouais. On force la main sur les options, et vu que les options sont vendues normalement à un tarif cher, on te justifie un tarif élevé de la moto. Alors qu'au final, tu payes une option que tu n'aurais peut-être pas voulu acheter, et c'est comme ça. Elle est sortie comme ça. Alors qu'en plus, très souvent, les tarifs que eux, payent vraiment ces pièces-là, doivent être ridicules par rapport aux tarifs proposés pour un client. Bah oui. Mais bon. Et du coup, en off, on se posait un petit peu la question, mais on n'a pas la réponse. Et je ne sais pas si un jour on aura cette réponse, parce que ça relève peut-être du top secret. C'est quelle est finalement la marge, une marge d'une marque sur une moto vendue du début de sa conception jusqu'à la vente. Qu'est-ce que le constructeur gagne réellement? Alors les concessions, on peut peut-être avoir encore des pistes, mais voilà. C'est vrai que c'est sûr que... j'ai jamais vu aucune marque, que ce soit dans l'automobile ou en moto, exposer ces chiffres. Voilà. Exposer le coût des matières premières, le coût des développements, le coût des pièces venant des sous-traitants, combien se font de marge ces sous-traitants-là. Enfin, savoir exactement au final les coûts réels d'un produit, combien coûte le transport, combien coûte l'entreposage, le passage de certaines normes. Douanes peut-être. Après, tout simplement des taxes. Tout à fait. Aussi, il ne faut pas oublier que sur n'importe quelle moto que vous achetez neuve, il y a 20% de taxes déjà. C'est ça. Ce qui peut représenter des sommes quand même assez balèzes. Et d'ailleurs, une réflexion que je me faisais, c'est qu'à mon avis, pour beaucoup de machines, l'État gagne plus que la concession qui vous le vend la machine. Je pense que l'État, oui, c'est sûr. C'est un peu aberrant, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui, pour toi, quand tu arrives devant une machine, imaginons que je prends une machine d'une marque X ou Y, qu'est-ce qui fait quand tu es face à elle, imaginons que je la mette à un tarif aléatoire de 10 000 euros, qu'est-ce qui pour toi te fait te dire cette machine-là, 10 000 euros, ça les vaut, ou 10 000 euros, c'est une bonne affaire, ou c'est carrément une arnaque? Quels sont pour toi tes critères purement personnels? C'est compliqué. Alors je crois qu'un truc peut-être tout bête, mais ça c'est propre à chacun, c'est sa capacité financière. Je pense que si on a effectivement un petit salaire, la relativité d'une moto à 10 000 balles neuve avec celle à 6 000 balles neuve, déjà dans l'absolu, mettre 10 000 balles pour une moto, c'est un très très grand luxe quand on gagne le SMIC par exemple. C'est un exemple, je dis n'importe quoi comme ça. Déjà je pense que c'est intrinsèquement, c'est la valeur de la moto, quelle qu'elle soit, par rapport à ce que nous on gagne et notre pouvoir d'achat. Déjà ça je pense que c'est important. Après, ce qui va peut-être faire la différence, c'est la réputation d'une marque, la réputation d'une fiabilité. Alors oui, un truc tout bête, si elle a 10 000, mais que d'habitude elle a 15 000 et qu'il y a une putain de promo, je fais une super affaire. Enfin,
on a peut-être cette sensation de faire une super affaire. Mais effectivement, ça, c'est un critère qui est important, c'est de se dire, bon là, elle est quand même beaucoup moins chère que d'habitude, ça vaut peut-être le coup. Sachant que même à 10 000, il y a peut-être encore une grosse marge, qui sait. Mais enfin voilà. Oui. Et puis, pour en revenir à ce qu'on disait dans une autre vidéo, l'esthétique, moi c'est quelque chose qui me fait partir en freestyle en 2 secondes malheureusement, ou au contraire complètement rédhibitoire. Donc ouais, c'est voilà quelques critères qui vont peut-être m'orienter sur une, est-ce qu'on peut dire une légitimité du prix, je sais pas, mais de dire oui, on est peut-être dans un prix correct. Voilà, c'est pas facile. Est-ce que tu aurais un exemple de machine que tu trouves actuellement en vente neuve à un tarif qui te semble justifié, à un tarif qui est très intéressant, neuf, et un que tu trouves complètement disproportionné? Alors, il y en a une que je trouve très correcte parce que tu nous la balances tout le temps et il nous fait chier avec ça. Mais c'est vrai, c'est pas pour lui cirer les pompes, c'est l'Aprilia Shiver 900 qui pour 7000 balles est vraiment une excellente moto, très correcte. 7000 balles, t'as quoi? C'est vrai que déjà quand on regarde ne serait-ce que sur le paramètre cylindré, actuellement sur le modèle 2020 je crois qu'elle est à 7300 pour un 900. Ah oui quand même. 7300 c'est le prix d'une MT-07. Puis on n'est pas sur de la chinoiserie, on est sur de l'Aprilia quoi. Voilà, c'est fait en Europe. Voilà. Avec en plus toutes les technologies dont on parlait, l'ABS, anti-wheeling, traction control, le fameux écran tableau de bord, connectable en Bluetooth et tous ces trucs-là. Est-ce qu'on pourrait parler d'une Ducati low cost, mais avec quand même oui, je pense très clairement on peut appeler ça une Ducati low cost. Pour moi, le seul défaut de cette Shiver, c'est le look. Mais alors après, voilà, c'est subjectif. T'aimes pas trop, j'aime pas trop. C'est le look, il y en a qui vont aimer peut-être. C'est pas moche. On peut pas dire que ce soit moche, mais je trouve que c'est pas assez travaillé. Il n'y a pas un design assez reconnaissable où on se dit ah ouais, ça c'est une Aprilia, ça c'est bien quoi. A contrario de la Aprilia RSV 4 qui elle, je la trouve qu'elle est vraiment très belle. Elle est très jolie. Alors tu vois, c'est pareil, tout à l'heure je parlais du critère de la marque et de la renommée de la marque, et je parlais Ducati et je parle d'Aprilia. Et bien c'est vrai que cette renommée aussi, ça rentre en compte dans la valeur des choses. On pourrait presque se dire Aprilia 7000 c'est normal et Ducati 20 000 c'est normal. Non mais c'est con à dire, mais on pourrait presque se dire ça parce que il y a la renommée qui pèse. Alors qu'intrinsèquement, je pense que si on sortait une Ducati de la même technologie, même puissance, elle serait peut-être à 12 000 sans doute. Oui, d'ailleurs, même genre, quoi. Si on compare, qu'est-ce qu'il y aurait chez Ducati pour... Mutis. Non, ce sera donc pour la concurrencer la Shiver, ce serait un Monster... 1000. Après, le Monster 821, il est quand même beaucoup plus puissant, parce que de mémoire, il fait 115 ou 120 chevaux. C'est un look différent. C'est un look différent, mais niveau technologique, sinon, c'est très similaire. Et le prix, la différence? Je crois qu'elle a 12 ou 13 000. Voilà, donc t'as 5-6 000 balles de plus. Quoi. Et bon, c'est quand même plus joli, mais ça reste subjectif. Après, sinon, ça serait la Monster 600... Je confonds à chaque fois les numéros. Je crois que c'est 697. Il y en a tellement, je sais plus. Franchement, et celle-là, elle est à 8 ou 9 000, je crois. T'es sur une 700 cm3, t'es pas sur une 900. Voilà, mais elle a moins de technologie au final que la Shiver. Elle est moins puissante de mémoire. Par contre, elle est plus légère. Ouais. Puis tu vois aussi, je pense à un truc, j'ai eu souvent des commentaires ou des discussions sur Facebook aussi sur le prix des motos. Et voilà, d'une personne à l'autre, il y en a qui va dire « elle est pas chère » et une autre personne va dire « elle est trop chère ». Alors que on est sur la même valeur. C'est pour ça, c'est comment est-ce qu'on considère, comment est-ce qu'on relativise le prix, soit par rapport effectivement à ses finances, ou soit par rapport à, on estime que cette marque-là, cette technologie-là, ça vaut ce prix-là. Et l'autre personne va dire, non, moi je suis désolé, c'est vraiment trop cher. Parce que là, si je reviens sur l'exemple que tu as donné, donc sur l'Aprilia Shiver, elle est peu chère lorsqu'on la met en parallèle justement avec la concurrence. Elle offre plus pour le même tarif. Maintenant, est-ce que tu aurais à l'inverse un exemple de moto trop chère? Il y en a beaucoup. Malheureusement, il y en a énormément. On est là pour t'écouter. Comme ça, je penserais évidemment à cette fameuse GS, quoi. On en a 1250 maintenant. Alors, je vais rester sur la 1200 parce que c'est celle qui, pour moi, est la plus... T'as la 1250 GS. Voilà, c'est ça. Bon, c'est des motos qui commencent à 20 000 et puis après, ça va pas très vite avec toutes les options. Oui, c'est des très très belles motos, mais moi... Alors après voilà, je ne vais pas parler que de la GS, je pourrais parler de la Street Fighter, je pourrais parler de plein d'autres motos qui dépassent les 20 000 balles.
moi, dans ma conception des choses, père de famille, 20 000 balles pour une moto, voilà, moi c'est quelque chose que je trouve aberrant. Après, je comprends parfaitement ceux qui vont mettre 20 000 balles dedans parce qu'ils vont peut-être avoir une voiture de moins bonne qualité et parce qu'ils ont fait ce choix-là, parce qu'ils ont décidé de ne pas acheter d'appartement et plutôt de louer. Chacun fait ce qu'il veut. Ça, je le conçois complètement. Mais pour moi, la moto, ça reste encore un luxe. C'est pas une priorité absolue, la moto. De surcroît, quand on est père de famille, pour moi, la voiture, c'est comme le plus important. Je parle en termes de logistique, en termes de fonctionnalité, tout ça. Voilà, cette barre des 20 000 balles, et en plus maintenant on l'explose mais complètement, c'est quelque chose qui est assez rédhibitoire, assez flippant pour moi, quoi. Et il y en a tellement dans ce cas-là qui ont déjà dépassé les 20 000 balles. D'accord. Mais si je reviens sur ton exemple donc, de la GS, tu la trouves chère parce qu'elle dépasse les 20 000 euros. Et ça fait longtemps qu'elle les avait dépassés. Les 20 000 balles, et surtout quand tu mets des options dessus, ce qui est t'arrives à 30, 25, 30. quasiment obligatoire. Mais est-ce que tu la trouves chère réellement par rapport aux autres, par rapport à la concurrence, par rapport à la technologie qu'il y a dessus? En fait, non, mon critère, c'est même plus ça, parce que peut-être qu'effectivement, dans l'absolu, ça vaut peut-être ce prix-là, et que la différence qu'il y a avec la concurrence, elle n'est pas nécessairement si importante que ça. Mais moi, je te dis, ça reste cette barre des 20 000 balles. J'ai envie de te dire que quelle que soit la moto, au-dessus de 20 000 balles, je trouve ça, mais qui aurait imaginé des motos à 20 000 balles il y a 20 ou 30 ans, quoi. Ouais. Ça, c'est ça qui me... Mais là, au final, ce que tu nous dis, c'est plus vraiment un argument sur la valeur de la moto, c'est plus une barrière psychologique, en fait. C'est la valeur que j'ai envie de donner au maximum à une moto. Tu vois, c'est comme si on faisait du troc. Si par exemple, je dis n'importe quoi, je ramasse un petit caillou par terre et que je veux ton t-shirt. Si toi tu considères que mon caillou il vaut ton t-shirt, on échange. Et c'est parce qu'on a considéré que ça valait ça. Et ben pour moi, la valeur d'une moto maximale, 20 000 balles pour moi c'est waouh. Mais c'est mes convictions à moi. Ouais, bien sûr. Je n'impose absolument rien, quoi. Alors après, si je gagne au loto, est-ce que les 20 000 balles, du coup, cette échelle de 20 000 balles, elle exploserait? Alors il y a l'éducation, il y a la culture qui fait qu'il y a peut-être une réticence. Non mais sérieusement, Oui. mais je pense que si je suis millionnaire, oui effectivement du coup les 20 000 balles j'en ai peut-être plus rien à foutre. Peut-être, oui. C'est sûr. Je suis franc. Non, parce que là, pour revenir à la base du débat, donc c'était surtout sur le tarif des machines, comment on considère que le tarif peut être justifié. Là donc tu nous dis que tu t'es mis une barrière, on va dire plus ou moins psychologique à 20 000, psychologico-financière. Psychotunique. Psychotunique à 20 000 balles. Psychotunique ta mère. Mais après par exemple, on peut quand même se demander, si tu regardes des machines de luxe, comme par exemple une Midwall qui va coûter, je sais plusieurs centaines de milliers d'euros. Hein. Ouais. Je dis peut-être une ânerie, hein, mais c'est très cher. C'est des machines qui sont faites à la carte, c'est très cher. C'est l'artisanat. Donc, est-ce qu'on peut, une fois de plus, sur ce genre de machine, parler d'une justification du prix? Alors, là, moi, j'irais sur le terrain de l'œuvre d'art. Ce sont des œuvres d'art. Là, on est dans des strates. Il y a des heures, des centaines, peut-être des milliers d'heures de travail dessus. Je pourrais presque plus justifier ce travail-là parce que c'est fait à la main et qu'on est sur une œuvre d'art. Et l'œuvre d'art, c'est subjectif. C'est beau, c'est pas beau. Et puis, t'as envie d'acheter, t'as pas envie d'acheter. Si tu peux acheter, bah t'achètes. Ou une vieille moto de collection qui prend une valeur pas possible. On est dans d'autres critères, là. Ouais. Et toi, quelle moto tu considérerais que c'est vraiment trop cher? Des machines que je considérerais vraiment trop chères... Alors moi souvent c'est plutôt c'est cher par rapport à la concurrence et donc au prix je dirais moyen. Je trouve la Yamaha R6 trop chère. La Yamaha R6 elle est aux alentours de 14 000 euros de mémoire. Alors que si on va toujours sur une marque japonaise chez Kawa, chez Honda et Suzuki malheureusement il y a plus de 600 vendus en Europe. Chez Kawasaki, il y a la ZX6R qui est même à 636 si je me souviens bien, qui est vendue moins de 12 000 euros. Donc il y a au minimum, je connais pas les tarifs exacts, mais il y a au moins 2000 balles d'écart. Et j'arrive pas vraiment à comprendre qu'est-ce qui justifierait ces 2000 euros d'écart chez Yamaha. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme machine que je trouve très cher? Après, sur des machines parfois à des tarifs assez faibles, je peux trouver
La te rappelles MT-125, j'en ai parlé longuement, je vais pas revenir là-dessus. Mais il Mais n'empêche que... pour arrêter de taper sur Yamaha, parce que sinon les fans de Yamaha vont m'en vouloir définitivement, pour aller chez Honda, si vous prenez la Monkey 125, donc c'est une toute petite 125, une réplique néo-rétro d'une machine des années 70, elle est vendue plus de 4000. Alors que c'est une machine ultra simple, il n'y a pas de technologie dedans, c'est un moteur monocylindre qui fait 9 chevaux. Qu'est-ce qui peut justifier 4000 Ouais, mais balles? tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on était chercher quoi là? On était chercher quelque chose de mythique, quelque chose d'historique. Si on se réfère à la mode néo-rétro, alors là par contre, quasiment toutes les néo-rétro coûtent trop cher. Elles sont à des prix hallucinants, parce qu'il y a un phénomène de mode, parce qu'il y a cette espèce de réminiscence des anciennes bécanes. Quelqu'un qui a par exemple 60 piges et doit être super content de retrouver une Z900 RS par exemple. Enfin voilà, et puis des jeunes qui passent le permis, des femmes qui ont passé le permis grâce à cette mode du néo-rétro. Voilà, on surfe sur une mode de cette fameuse peut-être sécurité inconsciente des anciennes machines, même si effectivement on a de la super technologie dessus, mais ce look vintage qui fait rappeler plein de choses, plein de souvenirs. Mais là, je pense que les constructeurs se gavent sur cette mode. Oui. C'est trop cher. Bon, en fait, pour revenir, tu vois, sauf les chinoises, mais ça c'est encore autre chose. Pour revenir sur les exemples que tu donnais, moi j'ai du mal en fait à comprendre la différence de tarification qu'il peut y avoir entre les triomphes néo-rétro et les mêmes triomphes, enfin la même marque, dans leur configuration, enfin dans leur machine moderne. J'ai vraiment l'impression que quand on regarde les tarifs, les modernes, comparativement à la technologie et aux performances, les modernes sont presque pas chers en fait. Les néo-rétro sont beaucoup trop chers. On a parfois des machines qui sont vraiment avec des technologies bien plus limitées, plus chères que des machines toutes récentes, bardées de technologie et de performance et de puissance, avec des moteurs tout neufs qui viennent juste d'être conçus. Donc il y a vraiment des trucs assez difficilement justifiables. Mais ça se vend. Donc ils en profitent. Bien sûr. Mais pour revenir sur mon exemple de la Monkey 125 qui est à 4000 €, on peut voir que en gardant la même cylindrée, la même marque, en restant dans les 125 de chez Honda, ils ont d'autres machines qui sont largement moins chères et qui d'un point de vue moteur, technologie, performance, il n'y a absolument rien qui justifie l'écart de prix. On pourrait se dire, c'est parce qu'il y a une machine qui est plus lourde que l'autre, il y a besoin de plus de matières premières, mais non. La Monkey, elle est toute petite, elle est toute légère, et c'est la plus chère. Si vous prenez un équivalent moderne, le MSX, qui est un genre de DAX moderne, elle est moins chère qu'une Monkey. Ouais. Alors que, de mémoire, c'est même le même moteur, si je ne me trompe pas. Et pareil, vous avez, si vous prenez une CB 125, le modèle vraiment standard, ça doit être la 125 la moins chère de chez Honda. Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y a une technologie vraiment différente par rapport au Monkey qui se vend 4000 balles. Mais c'est la Monkey. Et ça fait rappeler des choses, c'est un style, c'est un look qui fait que... Je pense vraiment sincèrement que les constructeurs surfent sur cette originalité, sur ce retour en arrière, et ça marche. Ça marche vraiment. Après, je ne suis pas différent du reste de la population. Si je devais en choisir une, c'est la dans les 125 de chez Honda, je prends la Monkey parce que c'est celle que je trouve la plus jolie. Elle a une gueule, elle a un charisme. J'avoue qu'elle a quand même l'air d'avoir un niveau de finition un cran supérieur par rapport aux autres. Elle a un petit réservoir en métal, mais c'est quand même onéreux quand on compare avec d'autres machines. Ou voire même après, si on reste juste dans la catégorie 125, mais qu'on prend une moto faite d'une autre marque et qui serait du même gabarit, si on va chez Benelli, qui est une marque italo-chinoise, chinoiso-italienne, c'est ça. Ils ont par exemple un truc qui ressemble un peu à la MSX, quoi. Et, sauf qu'au lieu de coûter 3700 et quelques, elle est à 2200, je crois. Avec des performances qui sont même supérieures, parce qu'elle fait 2 ou 3 chevaux de plus. Mais elle est peut-être moins attractive que la Monkey. Je sais pas. Moi, la Monkey, quand je l'ai vue, elle m'a tapé dans l'œil. Voilà, la Monkey, vraiment, elle est très jolie. Mais oui. Mais est-ce que ça justifie vraiment 4000 balles? Là, j'avoue que j'ai un peu de mal avec le tarif. Clairement, la Monkey, elle serait 1000 € de moins, je pense que je m'en serais déjà acheté une. Mais à 4000... Et il y en a qui vont justifier parce qu'ils vont dire elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus charismatique, beaucoup plus singulière qu'une autre.
Tu vois, c'est là comment chacun va justifier la valeur. Voilà quoi. Moi ses franchement, critères. pour que son prix à 4000 € soit justifié, faudrait qu'ils aient quand même réussi à développer un moteur qui fasse au moins la limite des 125, c'est-à-dire 15 chevaux. Et qu'on se retrouve pas avec un moteur vraiment faiblard à 9 bourrins. Ouais. C'est pour une machine à ce prix-là, c'est vraiment dommage. Ouais. Mais bon. Je suis d'accord. Bon, Despi, est-ce que tu aurais d'autres réflexions sur le marché du neuf? Non, je pense que pour moi, j'ai fait le tour. Parce que je pense qu'on a quand même beaucoup de choses à dire aussi sur le marché de l'occasion. Bon, bah, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, on passe à la deuxième partie. Maintenant, on va parler donc de l'occasion, partie 2. J'ai 2 clés. Oh non, ça, c'est Fort Boyard, ça. J'ai mon nain. Oh l'enfoiré. C'est moi qui passe partout. Moi qui mesure 1m70. Alors, l'occasion. Ouais. Alors, qu'est-ce qui justifie le prix d'une machine d'occasion? Alors, moi, déjà, en tout premier lieu, j'ai envie de parler évidemment du Bon Coin, parce que le Bon Coin, c'est, dans le marché de l'occasion, une importante référence. Oui, il y a de la vente aussi en concession, en garage, mais je ne sais pas le quantifier, mais je pense que 90% des ventes d'occasion, ça va être au moins sur le Bon Coin. Enfin bon, je vois ça comme ça. Ouais, je sais pas. J'ai pas de chiffre. Mais ça doit être énorme. En tout cas, c'est sûr, parce que moi, en tout cas, j'ai toujours acheté quasiment une auto d'occasion sur le Bon Coin. Bref, voilà, c'est déjà la valeur par rapport à moi quand je veux vendre une moto. Eh ben, je vais pas regarder cette saloperie d'Argus. Déjà, ça c'est clair, parce que on se fait littéralement baiser la gueule et j'assume. Mais je vais regarder déjà mon modèle, l'année, et puis je vais un petit peu comparer avec ma région, et puis je fais un petit focus sur toute la France. Et je vais plus ou moins caler mon prix de vente déjà, parce qu'on parle de valeur, sur le prix des autres, effectivement en modifiant en fonction peut-être de l'entretien, en fonction de l'état esthétique, cosmétique, voilà. Et je trouve que c'est déjà pour moi notre première façon à nous d'estimer la valeur du matériel d'occasion, puisque quand on vend, il y a des gens qui achètent. Et ces gens qui achètent revendent. Donc finalement, voilà, le marché de l'occasion, j'ai le sentiment qu'il est actuellement plus ou moins statué par ce qui se passe sur le Bon Coin. C'est pas faux. J'avoue que moi je suis tout le temps sur le Bon Coin. Alors, pour info, je devrais presque être payé par cette boîte. Pour info, quand monsieur Lunaris est à la maison, il peut faire des actualisations toutes les 10 minutes. Voilà, il me l'a avoué tout à l'heure. Donc il prend un traitement, ne vous inquiétez pas. Toutes les 10 minutes, il va voir ce qui se passe pour ne pas rater la bonne affaire. La bonne affaire. Évidemment. Non, mais à ce niveau-là, c'est une pathologie. Ah bah c'est pire que tout. Là. En fait, pour moi, le prix d'une machine d'occasion, c'est surtout déjà justifié par son prix neuf, essentiellement. Mais une machine qui valait, on va dire, 10 000 balles neuves, peut pas coûter plus. Peut difficilement justifier un prix supérieur à son prix neuf. Mais c'est vrai que parfois on voit justement des annonces un peu aberrantes comme ça. Ou sur de la collection. Souvent sur des Harley Davidson. Les mecs, en fait, ils ont acheté la machine, elle valait 10 000, on va dire. Ils ont mis 2-3 000 € d'options dessus, ils ont mis 2-3 modifs qui leur ont coûté du pognon, et ils essaient de te revendre ça 5 ou 6 ans après, le prix qu'ils l'ont payé neuf, parce qu'ils considèrent que la dévaluation, c'est uniquement sur les options qu'ils ont mis. Elle est compensée par Elle est compensée par les options. Sauf que non. Les options, c'est, je dirais souvent, un moyen de vendre plus facilement, mais ça n'a jamais été un moyen d'augmenter la valeur du véhicule. Hein. C'est très très difficile de faire prendre en compte les options dans le prix de vente. La plupart du temps d'ailleurs, il est même recommandé, si vous voulez maximiser votre prix, enfin votre marge, de remettre tout d'origine en stock et de vendre les options une par une au détail. Donc voilà, le premier point, c'est déjà de voir combien ça vaut neuf. Si vous voyez parfois des machines comme les MT-07 aussi qui ont des tarifs d'occasion équivalent, voire supérieur au tarif neuf, c'est n'importe quoi. Et aussi ne pas oublier que ce que vous devez prendre en compte, c'est le tarif neuf de la date d'achat, pas le tarif neuf de maintenant. Pour reprendre l'exemple de la MT-07, actuellement en 2020, le tarif neuf, je crois que ça doit être 7200, 7300, enfin c'est un petit peu plus de 7000. Mais faut pas oublier que lorsqu'elle est sortie, ça devait être en 2013, 2014, je sais plus. Ouais, je sais plus. Le tarif, c'était 5 790 €. Le tarif, lorsqu'elle est sortie, elle n'était pas équipée de l'ABS, hein, elle était bien moins chère
Et on arrive à trouver parfois des machines de ces époques-là qui sont vendues d'occasion à peu près le prix que les gens les avaient achetées neuves il y a 6 ou 7 ans. Donc forcément, un tarif comme ça, moi j'appelle pas ça un tarif, j'appelle ça un foutage de gueule. Clairement, la personne qui essaie de revendre le tarif du neuf au bout de 5-6 ans, il se fout de votre gueule. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Donc faut être très vigilant avec ça, parce qu'il y a aussi des machines, comme je viens de vous le dire, où le tarif évolue grandement au fil des années. Maintenant, une fois qu'on est face à une machine avec un tarif qui nous semble relativement honnête, on va prendre ce que tu as dit en compte, l'état, le kilométrage, l'entretien, les éventuelles options, et puis ça peut aussi prendre en compte des options, enfin des paramètres complètement le coloris subjectifs, très rare. Le coloris, une espèce de finition en édition limitée, c'est ça. Une peinture perso, c'est très subjectif ça aussi. Tout ça, c'est... T'as des peintures perso des fois, oui, avec des flammes, waouh. Parfois les peintures perso sont plutôt à dévaluer qu'à augmenter la valeur. Violette avec des points rouges. Rouge et jaune à petits pois. Ouais, Dorothée. Mais alors, est-ce qu'on n'aurait pas comme contre-exemple, alors je ne suis pas assez calé, mais imagine par exemple une moto a été produite qu'une seule année, qu'elle valait un certain prix, et que parce que très rare, elle devient presque plus chère, parce que très recherchée. Oui, alors ça c'est l'exemple en fait de ce que recherche à peu près tout collectionneur, c'est-à-dire une machine qui lors de sa sortie a complètement bidé, la Katana, qui a été vendue à très peu d'exemplaires, et qui pour une raison inconnue est devenue populaire par la suite. L'exemple que j'aurais à donner, c'est toute la gamme néo-rétro de chez Ducati qui était en vente à peu près en 2010. Il y avait la 1000 Sport, la 1000 Sport classique, il y avait une version carénée, même une édition limitée Paul Smart. Ces machines-là à l'époque étaient au prix des autres Ducati, ils étaient ni vraiment plus chers ni vraiment moins chers. Elles n'ont pas rencontré un très très gros succès parce qu'elles sont sorties trop tôt en fait. En 2008-2010, ces machines-là, la mode vraiment du néo-rétro était pas vraiment lancée, quoi. Il y avait, en concurrente, il y avait les Bonneville qui marchaient pas trop mal, mais on n'était pas avec l'engouement qu'on a actuellement. Ouais. Et donc à l'époque, ça ne s'est pas super bien vendu. Donc ça a été commercialisé que pendant 3 ou 4 ans, je crois, assez peu de temps. Et c'est que maintenant, avec justement cet engouement pour le néo-rétro, que ces machines-là ont pris une cote délirante. Justement parce que ça ne se vend plus, parce qu'il n'y a pas vraiment de remplaçante dans cette gamme-là chez Ducati, et qu'il y a eu peu d'exemplaires vendus. Et j'ai maintenant souvent des exemples comme ça, où on voit des 1000 Sport, c'est-à-dire la même moto qui est dans le film Tron, au début du film. Tron, c'est vieux ça. Non, le Tron le deuxième, celui qui est sorti en 2010 quelque chose. Okay. Donc au début du film, il y a cette moto, et ça a aussi contribué à la popularisation de ce modèle, parce que franchement, elle est magnifique cette machine. Et maintenant, ce modèle-là qui valait peut-être 12, 13, 15 000, je vais dire, en neuf, vous trouvez une machine maintenant qui a une dizaine d'années, qui a peut-être 20-30 000 km, et qui va coûter exactement le même prix qu'une neuve à l'époque. Voire même pour certaines éditions rares, ou certaines couleurs très très peu diffusées à l'époque, plus cher que ce qu'elle valait neuve. Ouais, je comprends. Donc là, c'est purement aussi un problème, enfin une histoire d'offre et de demande. Parce que s'il n'y avait pas eu cet engouement justement pour le néo-rétro, ces machines-là auraient peut-être continué à se dévaluer complètement. À sombrer. À sombrer dans l'oubli. Alors, est-ce qu'on pourrait parler aussi de ce phénomène-là pour justement ce Youngtimer, ce phénomène Youngtimer qui arrive en ce moment-là? Ouais. Tu vois, où par exemple, je vais dire n'importe quoi, une Honda 1000 CBF qui coûtait il y a encore 3 ans 1500 balles ou 2000 balles, t'envoies 3-4 000 balles, ça commence à monter. Enfin, c'est un exemple tout bête, hein. Alors ça, c'est Youngtimer. On pourrait parler aussi évidemment des motos de collection, alors années 60, années 70, où tu as les 750 fours maintenant qu'ils ont à 25 000, 30 000 balles, alors qu'à l'époque, ça valait pas ce prix-là. Non, bien sûr. Voilà, donc... deux phénomènes, collection et Youngtimer. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Alors, concernant la Youngtimer... c'est le début, hein. Alors, déjà, je reprécise, un Youngtimer, c'est une machine un peu ancienne, qui n'est plus produite, et qui n'est pas forcément encore officiellement de collection. On est avant 30 ans. Voilà, vu que en France, une moto peut être considérée de collection à partir de 30 ans. C'est ça. Donc, ces machines-là qui ont, on va dire... 15-20 ans. J'ai un exemple, le GSXR 1100.
Le GSX-R 1100. Bah, le GSX-R 1100, il commence à rentrer vraiment en collection, lui, hein, Oui, maintenant. mais enfin, on est encore un peu. Mais on tu est à vois. la limite, voilà. Voilà. C'était fin des années 80, début 90. Donc une machine comme ça s'est dévalué comme toutes les autres Ça valait machines. plus rien il n'y a pas longtemps. Ça valait plus rien. Le problème, c'est que justement, vu que ça valait plus rien, les gens ne les entretenaient pas, les mettaient à la casse. On en trouve de moins en moins. Et maintenant, c'est la rareté du modèle et aussi la nostalgie pour ce modèle-là Ça m'intéresse. qui fait que ça revient ça revient à la mode. Les gens qui étaient très jeunes au moment où ces machines-là étaient en vente, comme moi par exemple. Qui rêvait. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, il y avait entre guillemets, quand j'étais gosse, pour moi je le voyais comme un grand, quoi. Moi je devais avoir 7-8 ans, c'était un mec qui devait avoir une vingtaine d'années. Il avait une GSX-R, je sais plus si c'était un 750, je crois que c'était un 750, elle était rose, bleue, enfin le truc typique de ces années-là, quoi. Et franchement, cette machine me faisait complètement rêver. Tu l'as testé d'ailleurs. J'ai eu l'occasion d'en tester une d'ailleurs, oui. Donc maintenant, tous les gens comme moi qui à l'époque n'avaient pas l'âge ni la possibilité de rouler avec ce genre de machine, mais où c'est un souvenir, on va dire, prenant, et on est à la recherche en fait du retour aux sources, voir comment au final ça marchait, les sensations que ça pouvait donner, parce que déjà l'esthétique nous a marqué étant gosse, et vu qu'il n'y en a plus beaucoup, parce que la plupart sont partis à la casse, pas par des défauts de fiabilité, mais plutôt par un manque d'entretien, ou aussi toutes celles qui ont été pulvérisées En roulant. tout Vite. simplement, et les prix sont fonction clairement de la demande et du nombre de modèles disponibles. Ouais. Si les gens se ruent dessus à chaque fois qu'il y en a une en bon état en vente, forcément les prix vont continuer de monter, jusqu'au seuil psychologique où les gens ne sont plus prêts à aller, quoi. Par exemple, pour reprendre l'exemple de cette GSX-R, si on m'en propose une en bon état à 3000 €, je la prends. On me propose la même à 8000 €, je fais non merci, c'est bon. Et peut-être que quelqu'un la prendra. Parce que, justement, Peut-être que lié à ce souvenir. Voilà, peut-être que quelqu'un la prendra, mais c'est uniquement quand il y aura suffisamment de gens prêts à payer plus cher que le prix augmente progressivement. C'est ça. Et en même temps, de la raréfaction de ce modèle-là. C'est ça. Alors, je vais rebondir, mais pas physiquement, hein, sur Lunaris. Et là, on le voit partir dans tout. Jusqu'au toit de la maison. Moi, j'ai ce souvenir, étant gamin, de cette fameuse Stinger H1 de 89, la verte, rouge et blanche. Ouais. Et quand j'étais gamin, j'ai vu ça, et c'était pour moi... Enfin, j'étais gamin, j'avais 17 ans. Alors, est-ce que je l'ai vu en 89? Je sais pas, mais enfin, en tout cas, voilà, j'étais jeune, en tout cas. Cette moto-là, pour moi, elle avait une gueule, c'était la moto de mes rêves. Et ces derniers temps, alors, c'est quand même très radical comme position, donc moi, c'est plutôt compliqué, mais enfin, ces derniers temps, j'aurais été presque capable d'en acheter une, simplement pour l'avoir. Parce que c'est la réalisation d'un rêve. Tu sais, cette espèce de réminiscence, quand tu la revois, tu te vois gamin, tu te dis putain, j'aimerais tellement avoir cette moto-là. Et puis voilà, toutes les émotions, tous les sentiments que ça a pu te procurer. Ou alors, par exemple, d'être passager sur une moto de quiconque quand tu étais gamin, et puis tu as eu tellement de plaisir à ce moment-là que cette moto-là t'a marqué. Voilà, je crois que le fait que une moto soit ancrée dans ta mémoire, alors positivement évidemment, parce que si tu as eu un crash avec, c'est moyen. C'est sûr. Enfin voilà, comment cette envie de retourner dans le passé, de revisiter ces souvenirs très positifs, voilà, cette réminiscence, fait qu'on peut peut-être dépenser peut-être beaucoup plus que ce que ça coûte. Alors, qu'est-ce que ça coûte, ça veut rien dire, Oui. mais que ce qu'on aurait imaginé, et effectivement, ça peut faire monter la cote par cette fameuse... ce fameux phénomène de nostalgie, quoi. Voilà, et pour les Youngtimers, je pense vraiment que c'est ça qui justifie l'augmentation des tarifs. La raréfaction des modèles, la nostalgie. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on est maintenant avec des motos qui arrivent donc à 20-30 ans, mais c'était des motos qui étaient déjà à l'époque hyper performantes, À l'époque, fiables, top, bien sûr. et qui sont parfaitement utilisables encore actuellement au quotidien. Ça prouve leur fiabilité Voilà. et leur longévité. Donc c'est pas un problème en fait de se procurer une machine de ces années-là. Au contraire. N'importe qui peut même envisager de l'utiliser comme véhicule principal. Tout à Ce fait. qui fait l'engouement
Et clairement, l'augmentation des prix. Après, bien sûr, il y a des limites que les gens ne sont pas prêts à dépasser. J'ai jamais vu une Youngtimer, on va dire, un modèle populaire, qui dépasserait le prix du même modèle neuf. Pas encore. Par exemple, si je reprends l'exemple de la GSX-R, vous ne trouverez pas un GSX-R qui a 30 ans au prix d'un GSX-R neuf. Parce que le GSX-R 9, de toute façon, maintenant, il n'y a plus que le 1000, qui va bientôt être arrêté d'ailleurs. Mais il y a uniquement en fait quelques modèles extrêmement rares, des éditions limitées, des trucs qui sont vraiment collector, qui arrivent à des sommets en tarif, mais un modèle populaire reste quand même relativement abordable. Alors tu vois, un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que vu le tarif des néo-rétro, qui est quand même très important, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui se sont orientées vers des vraies motos de collection des années 80, 70, 80, à des prix pour le moment encore raisonnables, oui. Parce que justement touchés par cette esthétique du néo-rétro, mais avec l'envie d'avoir la vraie, d'avoir l'odeur des carbus, d'avoir une vraie machine. Et il y a eu beaucoup, et je l'ai vu sur le Bon Coin, beaucoup d'achats et de ventes de, je sais pas, une 1100 XS par exemple, c'est ça que ça s'appelle la Yamaha, que tu avais testé, une bleue. Ah oui, la 1100 XS. Voilà, oui. des motos comme ça, de ce genre-là, oui. qui ont pris un petit peu de valeur et qui restent accessibles. Tu vois, et ça a changé aussi ce marché un peu. Tu vois, toute la gamme XS de chez Yamaha, c'est un bon exemple. Parce que moi, justement, la première moto de collection que j'ai possédée, c'était la 400 XS, un modèle de 79. Bleu aussi, ouais. Que vous pouvez voir sur ma chaîne, ça vous intéresse. Oui. J'avais fait une C'était en 1672. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Moi, si je m'étais procuré à l'époque cette machine-là, c'est parce que je voulais une moto fiable, légère, qui consommait pas trop. J'aurais aimé un néo-rétro, mais de toute façon, c'était beaucoup trop cher. À l'époque, j'avais moins de 2000 € à mettre dans une moto. Et je suis tombé sur cette moto-là. Et au final, je me suis dit, mais pourquoi j'irais mettre 6, 7, 8000 balles dans une bécane neuve, alors que je peux avoir une qui est strictement identique au niveau du look, bien entretenu, très fiable. Pour bien moins cher. Et en plus, tout était accessible, il n'y avait aucune électronique, tout était facilement réparable. C'est là-dessus que j'ai appris le b.a-ba de la mécanique, on dira. Et au final, il n'y avait même pas de roue. Et au final, c'est clair que j'étais un peu un ovni pour tout le monde, parce que quasiment personne roulait en Youngtimer ou en collection à l'époque. C'est ça. Et quand j'ai pris la décision d'utiliser ça comme véhicule principal, de l'utiliser tous les jours, tout le monde me dit, ouais, tu vas être tout le temps en galère, tu vas être en panne, tu vas pas trouver les pièces. Et je l'ai utilisé au quotidien pendant 1 an et demi. La seule panne que j'ai eue, c'est une crevaison. C'est pas une panne. Voilà. C'est un aléa de la vie. Donc j'ai jamais eu le moindre problème avec cette machine. Et je l'ai revendue en plus, vu que c'est une machine de collection et que l'engouement pour le Youngtimer était en train de se mettre en place. Elle a pris de la valeur. Alors que je lui ai mis 15 ou 20 000 bornes, je l'ai revendue à peu près le même prix, peut-être même quelques centaines d'euros plus cher que ce que je l'avais acheté. Donc ça m'avait permis de rouler quasiment gratis pendant 1 an et demi. Et je vois que ces machines-là, moi à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, je l'avais acheté 1400 €. J'ai dû la revendre 1600 ou 1700. Et maintenant, je trouve elle a été vendue 3000 maintenant. Maintenant, le même modèle qui est devenu quasiment introuvable, parce qu'on a aussi beaucoup qui à une époque se sont jetés sur ces machines-là pas chères pour les modifier en café racer, bobber, truc-là. Et donc, un modèle vraiment d'origine, maintenant, c'est au moins 3-4 000. Ouais. Ouais, voilà. Comme quoi, la raréfaction augmente le prix. Mais clairement, il y a aussi, comme tu le dis, beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens pour une machine neuve et qui... il y a des machines en fait qui sont tellement similaires aux anciennes que ça en devient difficile de justifier une neuve. Si on prend une Moto Guzzi V7, je suis désolé, mais vous mettez une V7 qui a 35 ou 40 ans et une V7 qui est neuve, elles se ressemblent beaucoup. Elles sont quasi identiques. Je sais bien qu'au niveau du moteur, il n'y a pas les mêmes performances, il y a de l'injection, il y a l'ABS, il y a ce genre de trucs. Mais oui, mais peut-être que c'est ça aussi que certains recherchent, la simplicité, la vérité de l'époque. Pour justement cette nostalgie des années 70, 80, je pense qu'il y a des gens qui se confortent là-dedans. Oui, et surtout... Même s'il y a moins de sécurité. Et surtout, c'est toujours utilisable au quotidien. Bien sûr. Toujours. Bien sûr, bien sûr. C'est les prix qui montent. Maintenant, après, pour les machines vraiment de collection, c'est-à-dire les machines très anciennes, il est extrêmement rare de voir des gens utiliser ça au quotidien. C'est sur des week-ends, des rassemblements,
C'est ça. Voilà, c'est Des petites balades comme ça, mais c'est vraiment pour le coup très rare. l'aspect collection. C'est ça. C'est je possède une machine historique, je la sors de temps en temps pour Des me faire expos, plaisir, ouais, pour c'est ça. l'exposer. C'est ça. Et la valeur, la plupart du temps, des machines de collection, c'est la rareté et l'engouement du modèle, essentiellement. Mais après, c'est surtout aussi le coût de restauration Oh, pour la remettre en état d'origine. Si vous avez des machines où on trouve plein de pièces parce qu'ils en ont des stocks et des stocks et des stocks, et si c'est une machine populaire, accessible, où on peut mécaniquer très facilement, les tarifs restent... Mécaniquer. Ouais, on va mécaniquer. Je mécaniquais. Mécanicon. On va mécaniquer. Donc on va retrouver ces machines-là à des tarifs abordables. Ouais. Par contre, si ce sont des machines extrêmement rares ou alors avec des tarifs de restauration complètement hallucinants, bah là oui, les tarifs vont être forcément extrêmement élevés pour en avoir une en bon état. Par contre, n'importe quelle machine en mauvais état ou toute pourrie, ça vaut jamais beaucoup plus cher que le prix de la ferraille. Hein. Ça vaut quasiment rien. C'est des bases. Même si ces merdes-là ont pris aussi un peu de la valeur. En fait, je dirais que pour certaines machines qui sont vraiment dans des états complètement déplorables, ce qui coûte, c'est plus les papiers d'immatriculation, la carte grise, que réellement le véhicule, quoi. Parce que quand il y a des machines, elles sont tellement défoncées que le seul truc qui reste encore d'exploitable à peu près, ça doit être le cadre. Le cadre. Donc ce qu'il vous faut, c'est cadre, carte grise. Si vous êtes tueur et que vous récupérez plein de pièces. si vous savez quoi faire, si vous avez des pièces, vous pouvez en reconstruire une moto complète. Ah, c'est vrai. Par contre, si vous n'avez pas la carte grise, ça peut devenir plus compliqué. Il y a des procédures, il y a des trucs à faire. Hein. On peut essayer de réimmatriculer un véhicule qui aurait perdu sa carte grise. Mais ça, la carte grise en elle-même a une valeur. Ouais. C'est d'ailleurs une fois pour ça, j'étais à 2 doigts d'acheter un RDLC 350. Et au final, je me suis aperçu qu'il y avait un gros souci de carte grise. Je suis rentré chez moi, je ne l'ai pas acheté. Hein. Ouais. C'est l'identité de la moto, quoi. C'est-à-dire que sans ça... Voilà, quoi. Même si la quoi. moto elle était en parfait état, j'avais roulé avec, je l'avais testée, elle était impeccable. Quand j'ai vu que la carte grise elle n'était pas super conforme, qu'il y avait un loup, on va dire, j'ai lâché l'affaire. Ok. Est-ce que tu aurais d'autres, pour finir, d'autres critères en lien avec cette fameuse valeur pour le marché de l'occasion? Pour le marché de l'occasion, non. Après, que dire d'autre Qu'est-ce qui peut jouer sur des véhicules récents sur le marché de l'occasion? Il faut aussi prendre en compte si c'était des véhicules d'essai, véhicules de présentation, si ce sont des motos qui ont un millésime de retard, parce qu'il ne faut pas oublier que le millésime de la moto n'est pas du tout équivalent à l'année de première immatriculation. Vous pouvez tomber parfois sur des machines qui sont restées en concession pendant 2-3 ans avant de trouver propriétaire. Et donc d'avoir des machines qui ne correspondent pas au niveau de la cote par rapport à ce que c'est affiché sur votre carte grise. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Ouais. C'est des trucs qui surprennent, hein, surtout quand on s'en aperçoit après. Quoi. Ou à contrario, des séries spéciales qui font que justement, il y a une plus-value parce qu'elles sont relativement recherchées. Oui. Et c'est aussi pour ça, quand on achète du neuf, je privilégierais toujours d'acheter une série limitée plutôt que le modèle standard. Et souvent, les séries limitées sont pas beaucoup plus chères. Et par contre, dans le temps, dans le temps, au niveau revente, ça peut au minimum faciliter la revente et au mieux devenir un mini collector. Quoi. Alors tu vois, moi si on peut peut-être conclure là-dessus, moi voilà, c'est pareil. J'entends des fois, c'est une Harley, donc c'est normal qu'elle soit chère. Et c'est aussi pour ça que je commence à douter du fait qu'un jour je vais m'acheter une Harley, parce que j'arrive absolument pas à justifier le prix, en tout cas des motos Harley de maintenant. Il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est normal, c'est une Harley. Est-ce que tu te rends compte qu'on est arrivé dans l'inconscient collectif à dire oui, c'est normal que ça coûte cher parce que c'est une Harley? Ils surfent sur de la mythologie. Alors oui, un mythe, mais qui est devenu de la mythologie. C'est l'image de marque. C'est ça, mais les Harley de maintenant, moi, c'est pas trop ce que je vois dans mon idée des Harley des années d'avant, tu vois. C'est beaucoup plus aseptisé. Alors en plus, quand tu vois qu'Harley fait d'électrique, j'ai du mal. Bon bref, mais voilà. Mais tu vois, où on va dire, on peut parler de Ducati, c'est normal parce que c'est Ducati. Et moi, ça me fait chier d'entendre c'est normal parce que c'est ça. On surfe sur l'histoire d'une marque qui a pu effectivement peut-être être justifiée à un moment donné, mais on a le droit de réfléchir aussi. On a le droit de se dire, oui, mais attends, c'est pas parce que c'est Ducati, c'est pas parce que c'est Harley, c'est pas parce que c'est BM, c'est pas parce que c'est Triumph que c'est normal que ça coûte si cher. Moi, je trouve que c'est bien de temps en temps de se distancier un peu, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a vraiment, qu'est-ce qui justifie. Tu vois ce que je veux dire ?
Et comme par exemple certaines chinoises, là je prends le côté inverse, c'est normal que ça coûte pas cher, c'est de la merde. Bah, détrompons-nous parce que peut-être que petit à petit, ils vont peut-être à un moment donné. Oui, il y a des machines qui commencent voilà. à montrer des qualités C'est le début. qu'on soupçonnait pas sur les marques, on va dire, émergentes. C'est ça. C'est à surveiller, c'est clair. Voilà. Mais c'est vrai Mais que c'est trop réducteur, c'est trop radical. le problème, comme remarque. on arrive au problème de, comment dire, de l'occasion. C'est que l'occasion, le tarif n'est fait que sur des ressentis, que sur des préjugés. Il n'y a rien, entre guillemets, de purement concret, physique, qui justifierait un prix d'occasion. Si, l'Argus. Ouais, mais l'Argus, Mais l'Argus, une fois de plus, c'est un truc qui est fait par des humains. Si on suit l'Argus, une machine Au bout de 7 ans, là, elle vaut plus rien. Voilà, c'est même pas au bout de 7 ans, je crois que c'est... Oh, je sais plus. Je crois que c'était 7 ans. Enfin, bon, c'est très rapide. Ça se déprécie tellement vite que ça en est ridicule. Bien sûr. Et même une machine, en fait, qui serait restée dans le carton neuf, au bout de 10 ans, pour l'Argus, elle vaut 0, quoi. Ah, Enfin, c'est une façon de parler, bien sûr. Parce qu'elle a quand même pris. Mais c'est aberrant. C'est aberrant, je suis désolé, mais si vous prenez, après, d'un point de vue purement pragmatique, la machine A, neuve, elle est capable de faire telle fonction pile comme il faut. Vous prenez la machine B, qui est strictement la même, qui a 1 an de plus, et qui fait toujours exactement la même fonction, et imaginons qu'elle a été gardée dans un état strictement identique, il n'y a pas de différence d'un point de vue concret, il n'y a pas de raison que les tarifs soient si différents que ça. Et pourtant, le marché aussi, l'Argus, il est aussi fait, entre guillemets, pour inciter les gens à renouveler leurs machines. Bah, et c'est bien pratique pour les assurances aussi. Ça n'arrête pas de baisser, quoi. Pour les assurances, c'est bien pratique pour les remboursements. Enfin, pour les remboursements. Quand elle rembourse. Quand ils te mettent pas une grosse douille, Une quoi. grosse carotte. Donc voilà, écoute. Ouais, bah, j'espère qu'on n'a pas été un peu trop fouillis dans cette vidéo. C'est parti un peu dans tous les sens, mais bon, c'est pas grave. On reprend. Et soyez indulgents, les enfants. On sera pire la prochaine fois. On sera pire la prochaine fois. Ouais. Bon, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, bien sûr. Oui, ou des commentaires. Des commentaires, des anecdotes. Des choses à rajouter, des informations. Voilà, c'est ça. La recette des gaufres aussi, parce que j'aimerais bien faire des Non, gaufres. il faut que tu te calmes. Il faut que tu merde. fasses du VTT. Bon, bah, la recette du VTT, alors, aux gaufres. La recette du VTT. N'importe quoi. La recette du cacolac, parce qu'il voudrait, La recette du il voudrait cacolac. le produire lui-même maintenant. Être autonome. Je vais faire de la contrebande. Contrebande. Bon, que dire d'autre? Bah, qu'on vous dit à bientôt. Ouais. Et puis voilà. Et puis voilà, bah, V à tous. V à Et puis tous, si vous avez des idées de sujets, pareil, Ouais. n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Allez, à bientôt. Salut. V à tous.